welcome back to another episode of Darth News, special edition. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Darth News intitulé « Tout le monde aime Johnny ». Attendez, j'ai une meilleure idée de nom. Tout le monde déteste Amber. C'était le procès du siècle des réseaux sociaux. Amber Heard est une psychopathe. Le hashtag est en tendance sur Twitter. Si vous êtes agressé, psychologiquement ou physiquement, si vous êtes victime de violences conjugales et êtes un homme ou une femme, seriez-vous capable d'aller au tribunal, de venir témoigner et d'être aussi prétentieuse, faux cul et garce? Amber essaie clairement de convaincre le jury. Elle n'arrête pas de les regarder, elle tente de leur vendre son histoire. Je pense qu'il y a une raison très simple qui explique pourquoi elle les regarde plus souvent que tous les autres témoins du procès. C'est parce qu'elle souhaite conserver leur attention. Au printemps 2022, des millions d'internautes ont scruté les faits et gestes de l'actrice Amber Heard pour déterminer si elle disait la vérité ou si elle mentait lors du procès qui l'opposait à l'acteur Johnny Depp. Ce que vous venez d'entendre, ce sont quelques-uns des commentaires qui circulaient sur les réseaux sociaux pendant et après le procès. Et ça sonne probablement très familier. À l'époque, il était impossible d'y échapper. Je vous résume l'histoire rapidement. En 2019, l'acteur Johnny Depp poursuit son ex-épouse, l'actrice Amber Heard, dans un procès pour diffamation. C'est qu'elle a publié une lettre où elle se déclare victime de violences conjugales sans nommer Depp. L'acteur se sent clairement visé et décide de la poursuivre pour 50 millions de dollars. Elle le poursuit en retour, aussi en diffamation, pour 100 millions de dollars. Ça a donné 2 procès spectacles, surtout le deuxième, qui a été diffusé en direct. Et ça a duré 6 semaines où les détails ultra intimes de leur relation ont été dévoilés. Et finalement, les verdicts, tous les 2, ont été déclarés coupables de diffamation. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le procès en tant que tel, c'est ce qui se passait sur les réseaux sociaux pendant le procès. Il y a eu des centaines d'analyses du langage non-verbal des 2 acteurs pour évaluer s'ils mentaient ou non. Et ces analyses-là étaient pas mal sans équivoque. Amber Heard est une menteuse et une manipulatrice. Par curiosité, j'ai fait une recherche pour les mots Body Language Expert, donc expert du non-verbal en français, sur Google Trends. Ça, c'est un outil qui nous permet de voir quels termes ont été cherchés et quand sur Google. Donc, je voulais voir c'était quand que ça avait été le plus populaire. Et on y constate que, depuis la création du site, le pic des recherches pour ces termes s'est fait en mai 2022, en plein dans le procès Depp-Heard. Et devinez le nom de qui apparaît dans les recherches qui ont été faites juste après Body Language Expert? Amber Heard. On la traite de catin, de michto, de taré, de manipulatrice, de monstre. Et lui, il reçoit de l'empathie. Peut-on vraiment détecter le mensonge en analysant le langage non-verbal de quelqu'un? Et est-ce que c'est une technique fiable? Je m'appelle Camille Lopez et je vous invite à découvrir avec moi jusqu'où on est prêt à aller pour connaître la vérité. L'art de mentir et de s'en sortir ou pas. Épisode 2, la communication non verbale. Ça fait un petit bout que je m'intéresse à l'analyse du langage non verbal, surtout quand on l'utilise comme outil pour détecter le mensonge. Et le grand spécialiste de ce sujet-là au Québec, c'est Vincent Deneau, chercheur postdoctoral au département de psychopédagogie et psychologie du counseling à l'Université McGill. Il y a cette idée-là qu'il y a un langage non-verbal. Mais en fait, il n'y a pas de langage non-verbal tel qu'un dictionnaire qui nous permettrait de lire les gestes de tout un chacun. Bon, maintenant, ça, c'est dit. La communication non-verbale, c'est tout ce qui communique autrement que par les mots. C'est une définition là, générale que je viens de donner. La communication non-verbale inclut différents éléments, notamment le comportement non-verbal, mais pas uniquement. L'apparence, le ton de ta voix, le temps. T'arrives en retard, t'arrives à l'avance, un rendez-vous, ça crée quelque chose, ça communique quelque chose. Pas nécessairement ce que tu veux communiquer, mais ça crée quelque chose. Ça joue sur le moment. Il y a aussi le toucher,
la distance interpersonnelle, les odeurs, tout ça contribue à l'environnement dans lequel on est. Les éléments qui sont principalement discutés au sujet du non-verbal, c'est généralement les expressions faciales puis la gestuelle. Et ça, c'est des éléments pour lesquels il y a beaucoup de stéréotypes et de préjugés et de croyances inexactes. La communication non-verbale, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre identité. C'est ce qui fait notre expérience du quotidien. S'il n'y avait pas de communication non-verbale, tout le monde se satisferait de regarder une vidéo sur YouTube de l'éclipse. Mais les gens sortent dans la rue, se rassemblent, vivent un moment ensemble. Est-ce que c'est satisfaisant de regarder des chefs-d'œuvre d'architecture dans un livre ou parfois, lorsqu'on a le moyen de le faire, de pouvoir aller voir cette architecture-là en personne? Le non-verbal, ça fait partie du quotidien. C'est ce qui fait que lorsque vous allez faire une entrevue d'emploi le matin, vous allez peut-être vous questionner « qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?» Vous n'allez pas vous dire « bon, là, il faut que je m'intéresse à mon non-verbal ». Mais ça fait partie de votre quotidien. Ça fait de vous qui vous êtes. Mm-hmm. Votre mémoire porte sur l'interprétation du langage non-verbal dans le système de justice québécois pour évaluer la crédibilité des témoins. C'est exact. Si on tape votre nom sur Google, on tombe sur plusieurs articles où on voit que vous essayez de remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne la détection du mensonge par le langage non-verbal. Pouvez-vous me parler un petit peu de ce sur quoi vos dernières études ont porté? Est-ce qu'on peut vraiment être un expert de ce sujet-là, de la détection du mensonge par le non-verbal de quelqu'un? Dans un premier temps, il m'apparaît très important de dire la chose suivante. Sans doute que la plupart des individus sur le web qui font leurs affirmations un peu extraordinaires sur la détection du mensonge sont de bonne foi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont vraiment la conviction profonde que ce qu'ils disent, c'est vrai. Ils le font parce que pour des raisons qui m'échappent, sans doute qu'ils pensent que c'est la bonne chose à faire, peut-être aussi qu'il y a un enjeu... de popularité? De popularité. Je veux dire, certaines de ces vidéos-là sont vues des millions de fois. Donc, mais je suis plutôt convaincu que la plupart des gens qui font ce genre d'analyse-là le font essentiellement de bonne foi, pensent que ce qu'ils disent, c'est exact. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que bonne foi n'est pas synonyme de bonne pratique. C'est deux choses totalement différentes. Je suis allée sur TikTok tantôt, j'ai tapé mensonge, astuce pour essayer de trouver le genre de vidéo dont on parle. Et je suis tombée sur les vidéos d'un mentaliste, Fabien Olicard. J'aimerais ça qu'on en écoute une ou deux ensemble puis que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Parce que il y a au moins 44 800 personnes qui l'ont vu, cette vidéo-là, ou du moins qui l'ont aimée. Plus de 3 000 personnes qui l'ont enregistrée, donc on peut penser qu'ils veulent la regarder plus tard. C'est des astuces pour détecter les menteurs. Le premier tip, c'est de vérifier si la personne vous regarde dans les yeux quand elle vous parle. Alors ça d'ailleurs, si elle vous regarde dans les yeux, elle dit la vérité ou elle ment? Eh bien, c'est plutôt qu'elle ment. On a tendance à se dire, oui, les menteurs, ils sont pas francs, ils regardent pas dans les yeux parce qu'ils ont honte. Non, ils ont pas honte. Ça fait bien longtemps que les menteurs n'ont plus honte et qu'ils font des discours politiques. Les menteurs ont tendance à regarder la personne dans les yeux déjà parce qu'ils n'ont pas besoin d'accéder à leurs souvenirs, parce qu'ils sont en train d'inventer. Et puis inconsciemment, ils ont besoin de vérifier sur votre visage que vous êtes en train d'admettre que c'est la vérité. Ils vérifient comme ça, tels les petits renardeaux qui regardent. Est-ce que vous me croyez ou pas? On est loin du regard fuyant. Alors on dit carrément que quand quelqu'un vous regarde dans les yeux, il est en train de mentir. Ça ressemble pas à un signe similaire au nez de Pinocchio, ça? Ça l'est. Oui. Bon, enfin, d'abord, je pense que ce vidéo-là est très divertissant pour n'importe qui ne connaît pas l'état de la connaissance sur la détection du mensonge. Dans un premier temps, il m'apparaît important de rappeler que la personne qui fait cette vidéo-là, sans doute le dit de bonne foi. Je n'associe pas de mauvaise foi à cet individu qui, visiblement, est très populaire. Maintenant, associe un comportement tel que le regard dans les yeux ou le fait de détourner le regard à un signe fiable de mensonge, c'est d'un ridicule absolu. Il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer sur l'orientation du regard, notamment la culture. Il y a des individus pour qui le regard dans les yeux, c'est un signe de respect, alors que pour d'autres, le regard dans les yeux, c'est un signe d'arrogance. Le regard peut varier en fonction du sujet discuté, la relation qu'on a avec cette personne-là. Il y a une multitude de facteurs qui peuvent jouer sur la direction du regard, et donc d'associer que ça soit le regard dans les yeux ou le détournement du regard à un signe fiable du mensonge,
C'est malheureux parce que, à nouveau, ça perpétue des mythes qui peuvent nuire à certaines personnes qui sont de cultures différentes à celle qui est proposée comme étant la norme du vidéo dans TikTok. Et ces mythes sont diffusés à un nombre exponentiel de personnes. Par exemple, les 5 premières vidéos qui apparaissent quand on cherche Amber Heard Body Language sur YouTube cumulent plus de 14 millions de vues. Et toutes ces vidéos-là représentent Amber Heard dans des situations de pleurs, de crise. Il y a des flèches rouges qui pointent vers ses larmes, vers son visage boursouflé. Et les titres sont tous sensationnalistes et très critiques. Et il y a aussi, par exemple, un de ces fameux experts qui regarde son témoignage et se retient clairement de rire. That's correct. Yes, it's Amber Laura Heard. De l'autre côté de la médaille, les mêmes prétendus experts dépeignent Depp comme une personne authentique et sympathique. Comme une personne qui n'est pas parfaite, mais qu'on aime quand même. Il n'y a pas un seul fan d'Amber Heard. Il n'y a que des fans de Johnny Depp. Ce qui me frappe, c'est le biais très clair de l'Internet qui est en faveur de Johnny Depp. La journaliste française Cécile Delarue a réalisé le documentaire « L'affaire Johnny Depp-Amber Heard, la justice à l'épreuve des réseaux sociaux ». Ça a été diffusé en 2023 à France 5 à l'émission La Fabrique du mensonge. Elle y a enquêté sur le mouvement masculiniste qui a alimenté le procès extrêmement médiatisé. Et moi, ce que je veux savoir, c'est si mes observations sur l'analyse des faits et gestes d'Amber Heard ressemblent aux siennes. Oui, ça rejoint tout à fait ce que j'ai pu retrouver pendant mon enquête. Quand j'ai commencé à me plonger dans cette histoire, moi, j'avais suivi vraiment de manière très très lointaine le procès parce que j'avais pas envie de voir, je crois, ce qui pouvait s'y passer. Et puis, je suis trop vieille, donc j'étais pas sur TikTok. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées sur TikTok, pas mal ensuite après sur Instagram et sur YouTube aussi beaucoup. Mais quand j'ai commencé à analyser tout ce qui a pu être dit, parce qu'il y a une masse complètement délirante en fait de choses qui ont été dites, qui ont été produites au moment du procès, c'est pas seulement le fait que beaucoup de personnes aient pu suivre ce procès, c'est surtout que énormément de personnes dans le monde entier se sont mis à produire des vidéos, du son, du post. Voilà, il y a eu de la production. Tout le monde est devenu expert et tout le monde a voulu analyser ce qui se passait. Et je suis tombée sur énormément d'analyses. Et là, vous me voyez pas parce qu'on est censé être un podcast, mais je mets des guillemets d'analyses de soi-disant d'experts scientifiques sur le langage du corps, sur ce qui se passait, sur ce qui s'est vraiment dit. Et il y a eu, pour le coup, une masse assez impressionnante de pseudo-experts qui ont voulu analyser. Alors, le procès, non. Ils ont voulu analyser Amber Heard. C'est ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que personne n'a voulu essayer de comprendre si Johnny Depp disait vrai. Personne ne s'est intéressé à son body language, qui pour le coup était aussi passionnant ou intéressant. Ou alors, quand on s'y intéressait, c'était vraiment toujours avec le même angle. Se concentrer sur Amber Heard et surtout voir en elle tout ce qui pourrait faire qu'elle est une menteuse. C'est essayer de trouver tout ce qui pourrait faire qu'elle était forcément coupable, tout ce qui pouvait faire qu'elle était actrice, donc en fait c'est une manipulatrice, c'est une mauvaise victime, et tout ce qu'elle dit est faux. Rire de Amber Heard. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'interpeller, à m'interroger sur ce qui a pu se passer sur ce procès. C'est quand j'ai vu tout à coup sur mes fils des infos, notamment sur le témoignage de viol. Je voyais une info où il y avait marqué « Amber Heard raconte son viol » et à côté, des émojis rigolards. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on est en train de rire de ça, en fait? Et il y a vraiment cette idée de la tourner au ridicule, d'avoir envie, mais pour le coup... on parle beaucoup de chasse aux sorcières quand on parle de MeToo, mais pour le coup, là, ce qui s'est passé, c'est une chasse aux sorcières. C'est une chasse à la sorcière Amber Heard, dont on avait envie de moquer, qu'on avait envie de... Et le rire est le pire de tout, en fait, parce que injurier, limite, ça considère encore un peu. Mais rire, se moquer, ça la réduit à rien, en fait.
En vous promenant en librairie, vous trouverez des dizaines de livres vous offrant des trucs pour interpréter le langage non-verbal de vos collègues, de vos amis. Même chose si vous faites une très simple recherche sur Internet. Mais ce qui régit nos vies aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et ce genre de contenu-là circule dans les mains de jeunes, de personnes influençables, mais aussi, fort probablement, dans celles des personnes en position d'autorité. Est-ce que ces analyses finissent par influencer les juges, les jurys, les avocats? J'en ai parlé avec Vincent Deneau. Le vidéo le plus vu sur YouTube a été vu des dizaines de millions de fois. Dernière nouvelle, c'était 49 millions de fois, ou 47 ou 49 millions de fois. C'est énorme comme quantité de visionnement. Pensons un instant qu'un tout petit pourcentage de ces personnes-là, un tout petit pourcentage des personnes qui voient ces vidéos sont des personnes en situation d'autorité. Compte tenu du nombre énorme de visionnements, on va dire qu'il y a plusieurs personnes en position d'autorité qui regardent des vidéos comme ceux-là et qui pourraient potentiellement utiliser les trucs problématiques pour essayer de détecter des mensonges chez d'autres personnes. Mais quand une personne en position d'autorité utilise des mauvais trucs, des affirmations erronées au sujet de la détection du mensonge, il peut y avoir des conséquences importantes. Et à ce moment-là, des vidéos comme ceux-là ont le potentiel de nuire dans la vie de tous les jours. Ça va dépasser le web. Quel genre de conséquences? Pensez un instant à un policier que la conviction qu'une personne ment alors qu'elle dit la vérité, ça pourrait faire en sorte qu'une personne innocente soit confrontée à des choses pour lesquelles elle n'aurait pas autrement dû être confrontée. Pensez devant un tribunal si un décideur ou des jurés ont la conviction qu'une personne ment alors qu'elle dit la vérité, ça peut avoir une issue sur le procès. Et là, je tiens à le préciser, c'est pas propre au Québec, d'accord? Ou au Canada ni même. Ces idées-là qui sont similaires à celles présentées dans des vidéos sur YouTube se retrouvent parfois dans des jugements de tribunaux. Et donc, vos stéréotypes et vos préjugés vont venir jouer sur votre appréciation de la crédibilité des autres, comme un juge peut, à l'occasion, être influencé par des stéréotypes et des préjugés propres à l'être humain. Je tiens à le préciser, je ne milite pas pour que les juges soient remplacés par des machines. C'est pas l'objet de mon discours, d'accord? C'est très important que ça soit clair. La justice, c'est une affaire humaine. Maintenant, il faut travailler afin d'essayer le plus possible de mitiger ces biais et ces stéréotypes-là. Ça ne se fera pas en éliminant le non-verbal. Je l'ai écrit dans certains articles. Il y a aussi des stéréotypes, des préjugés sur la façon dont une personne s'exprime, sur le vocabulaire qu'une personne utilise. Donc, les stéréotypes et les biais, c'est omniprésent à la nature humaine. Ça fait partie intégrante de la communication. Toutefois, dans un procès, les conséquences des biais et des stéréotypes peuvent être très graves. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut prendre cet enjeu-là très au sérieux. Vincent Deneau soulève un enjeu important. Et ça vaut pour toutes les figures d'autorité qui pourraient croire qu'elles savent lire les intentions des gens grâce à leur langage corporel. Un exemple particulièrement troublant, c'est le cas de Melissa Lucio, une Américaine d'origine mexicaine. Elle a été déclarée coupable du meurtre de sa fille de 2 ans en 2017, mais en 2022, 2 jours avant la date prévue de son exécution, sa sentence a été annulée. Pour vous résumer très sommairement le dossier, Melissa Lucio avait un passé de consommation de drogue, donc elle a été immédiatement suspectée. Un long interrogatoire a suivi son arrestation et les policiers se sont acharnés sur elle, l'ont privée d'eau et de nourriture pendant plusieurs heures. Alors, elle a confessé le meurtre de sa fille. Elle dira plus tard, à de nombreuses reprises, que c'était faux, qu'elle est innocente. Ce qu'il faut savoir, c'est que Melissa Lucio n'a pas eu une réaction, disons, classique à la mort de son enfant. Pas de larmes, pas de crise. Son comportement était plutôt passif, apathique, contrôlé. Et clairement, ça a vraiment marqué les policiers. Et ça, on le sait grâce à une déclaration qu'a fait l'un des enquêteurs lors de son procès. En parlant de l'incapacité de Melissa Lucio à établir un contact visuel avec eux lors de l'interrogatoire, mais aussi de sa posture affalée, de son comportement passif, il a dit « Sur le champ, je savais qu'elle avait fait quelque chose ».
L'observation du non-verbal à elle seule, là, le fait qu'on regarde une personne puis qu'on se dise « Ah, elle ment » ou « elle dit la vérité », ben, au moment de l'observation, à la limite, l'observation est inexacte, mais c'est l'effet de cette observation-là qui est problématique parce que ça donne une confiance parfois totalement injustifiée à des personnes en position d'autorité. Et les conséquences de ça, ben, en fait, ça peut être extrêmement grave. Mais concrètement, ça se passe comment dans le système de justice québécois? J'en ai parlé avec l'ancienne juge et chroniqueuse judiciaire, Nicole Gibault. C'est quoi le rôle de la communication non verbale quand on est juge? Comment est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on s'en sert? Puis est-ce que c'est prévalent? Est-ce que c'est super important? Est-ce qu'on s'en sert? Ça fait partie, évidemment, de l'ensemble de tout ce qui nous passe par la tête, ou tout ce qu'on regarde, ou l'ensemble de la preuve, incluant le langage non-verbal. Tout fait partie de tout dans un dossier devant le tribunal. Comment on s'en sert? Bien, évidemment, c'est pas toujours évident de regarder la personne tout le temps, prendre aucune note ou ne pas taper quoi que ce soit sur son ordinateur. Et on manque des choses, de toute évidence. Mais souvent, lorsqu'on voit une personne qui fait des gestes ou absence de regard fuyant, comportement où on se tortille un peu sur place, où on se croise les bras, ça c'est évident. Lorsque un des deux procureurs interroge, donc on se décroise les bras quand c'est notre avocat de la défense qui nous interroge, mais on se les croise lorsque c'est le procureur de la couronne ou le DPCP. Ben, ça donne des petits indices de fermeture. Est-ce qu'on va baser une décision judiciaire hors de tout doute raisonnable? Non. Ça fait partie de l'ensemble des critères, de l'ensemble de tout ce qu'on regarde lorsqu'on évalue un dossier et qu'on est prêt à rendre jugement, mais ce n'est pas le point fondamental pour rendre une décision. Mais oui, ça peut arriver qu'on en parle. Puis pourquoi est-ce qu'on peut pas se baser là-dessus? Est-ce que c'est parce que un menteur peut être très confiant et quelqu'un qui dit la vérité peut être très nerveux? Tu sais, ces signes-là sont interchangeables. Un regard fuyant, c'est pas nécessairement quelqu'un qui ment. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier seulement sur ça. Alors, c'est sûr que c'est les règles de droit qui vont d'abord et avant tout faire en sorte qu'on va prendre une décision. Et le tout peut être, si vous me permettez l'expression, épicé de quelques notes sur le regard, le comportement, le langage non verbal. Et oui, on a eu des formations à la magistrature où on en discute. On n'en fait pas un plat principal. Évidemment, parce que, comme je viens de dire, ce n'est pas la raison de rendre. Ce n'est pas là-dessus qu'on fonde des motifs d'une décision, mais c'est intéressant. Je vais me prendre un exemple, ça va toujours mieux. Je suis extrêmement expressive et j'ai toujours été extrêmement expressive. Donc, si on pouvait me voir et lorsque je sourcillais, ben, à ce moment-là, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui se posait de sérieuses questions, à savoir que soit que je n'étais pas du tout d'accord ou je comprenais pas, ou j'enlevais mes lunettes, et ça, d'ailleurs, ça avait été répertorié dans tous les journaux locaux. Si la juge, elle enlève ses lunettes, là, ça va pas très bien, surtout si elle laisse tomber sa plume. Alors, tu sais, on est des êtres humains. Alors, c'est pas quelque chose qui fait en sorte que on peut l'évacuer complètement parce que ça fait partie de nos personnalités, comment on se comporte devant d'autres êtres humains. Puis des fois, c'est pas la raison qu'on ment ou qu'on dit la vérité, c'est tout simplement parce que ça peut être des tics aussi, ça peut être n'importe quoi. On peut voir à travers mon regard, mes mouvements, mais il y en a d'autres pas du tout, sont très, 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 très fermés. Même dans la vie de tous les jours, puis ils mentent pas du tout. On n'a pas de procès télévisé au Québec, mais on a des commissions et on a des enquêtes publiques et on a des témoignages. Est-ce que vous vous rappelez pendant la commission Charbonneau, qui était télévisée puis on voyait tout le monde passer au micro, est-ce qu'il y a eu un engouement pour l'analyse du langage non-verbal des personnes qui passent au micro? Moi, je pense que oui, suscité par évidemment et par les préoccupations des citoyens, puis de savoir qu'est-ce qui se passait dans le système de collusion de cette nature. Puis je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt, de curiosité. Et là, ce que je trouvais fort intéressant, c'était oui, le langage non-verbal de je me rappelle pas, là.
Il y en avait beaucoup de « je me rappelle pas » ou « un chum, c'est un chum ». On va se souvenir des phrases célèbres. On va se souvenir des soupirs, des regards, puis c'est associé à certaines personnes. Mais par contre, il y a eu des gens à la commission Charbonneau, parce que ça aussi, je l'ai couvert médiatiquement, une grande partie, et je me souviens, les gens sur les réseaux sociaux, les commentaires. C'est intéressant de voir les commentaires. Donc, mais regarde-les lui, puis regarde-la elle, puis as-tu vu qu'est-ce qu'il a dit, puis la mimique, les yeux, les regards, les soupirs, les épaules qui haussent. Oui, ça faisait partie, ça c'était télédiffusé, mais là, il n'y avait pas de contexte où on pouvait avoir une conséquence aussi grave qu'un dossier criminel. C'est de la grosse différence. Alors, on ne pouvait pas être poursuivi. Et ça, c'était extrêmement important. Moi, évidemment, de par jour, etc. Mais on parle là au niveau judiciaire là, que c'est coupable ou non coupable, tu t'en vas dedans, là, la prison. Là. C'est pas du tout la même chose. Devant le coroner non plus, les enquêtes, les commissions non plus. C'est fort intéressant de voir, est-ce que ça serait différent si on avait des caméras dans les salles de cours? Moi, je pense que oui. Parce qu'il y a certains témoins, et j'ai eu à le comprendre, qui refuseraient de témoigner. Ou qui voudraient pas témoigner, ou qui sont mal à l'aise de témoigner. Ils veulent pas aller communément appelé à la TV. Ils veulent pas. Ils sont mal à l'aise. En plus, les dossiers, les contextes, et ce de quoi on parle. En matière d'agression sexuelle, on pourrait pas le faire. En matière matrimoniale, non plus au civil. Ça devient presque du voyeurisme. Parce qu'on veut pas voir les gens, tu sais, qui s'éclatent en sanglots, comme j'ai vu dans ma vie, ou que je suis plus capable de m'imaginer quand je le lis par un journaliste aguerri, là, qui fait un beau travail de description de la personne. Et je pense qu'on a ça au moins. Quand on décrit que quelqu'un est en boule, on sait ce que ça veut dire. Quand il manque de souffle parce qu'il pleure tellement, est-ce qu'on a besoin de les regarder souffrir? Non. Et les témoins sont, d'après toujours mon humble avis, plus à l'aise de témoigner dans un contexte où on sait que ça ne sera pas télédiffusé. Et souvent, on demande des écrans parce que c'est tellement dur de témoigner devant des gens. Juste le greffier, la greffière, les avocats, même le ou la juge, c'est terriblement stressant. On doit prendre énormément de pauses souvent pour essayer d'alléger tout ça. Vous avez votre expertise, vous avez l'ensemble d'éléments pour faire une preuve, et le langage non-verbal, vous l'avez dit, ça ne fait partie que de cet ensemble-là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui pensent que juste avec le langage non-verbal, ils sont capables d'évaluer eux-mêmes si quelqu'un ment, s'il est crédible. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Ben, je vais les évaluer tout de suite, là. Ils sont menteurs. Tout ce que j'ai à dire, c'est pas possible. Alors, c'est moi qui va les évaluer, là. Et on me dira, ben, garde, vous vous basez sur quoi? Ben, je me base sur l'expérience de vie dans ce genre de dossier-là. Et non, on peut pas le faire. Alors, il y a aucun cours qui permet, oui, il y a des pistes qu'on peut regarder, écouter, avec lesquelles on peut composer. Mais de dire, voici, j'ai regardé, c'est ça, il est coupable. Non. Ça n'existe pas, pour moi. Détecter le mensonge par le langage non-verbal, c'est impossible. Vincent Deneau et la majorité des experts sont catégoriques là-dessus. Mais c'est vraiment, vraiment tentant d'y croire. C'est rassurant de penser qu'on pourrait détecter la vérité grâce à un grattement de nez. Mais on oublie nos billets, nos préjugés et surtout le contexte dans lequel ces mots ou ces gestes ont été posés. Et qu'est-ce que ça dit sur nous qu'on décide d'assister à ce genre d'analyse pour nous divertir? La présomption d'innocence, elle en prend un sacré coup. Et peut-être qu'aux yeux de la justice, selon l'ancienne juge Gibault, le non-verbal n'est pas le facteur décisif dans le jugement de quelqu'un. Mais côté opinion publique, il semble que, malheureusement, ça pèse très lourd dans la balance. Ce balado est une production du groupe Fairplay pour Savoir Média.
Idée originale, recherche, scénarisation et animation, Camille Lopez. Réalisation et habillage sonore, Caroline Delamotte. Mixage sonore, Francis Thibault. Responsable de la production pour Fairplay, Marie-Flo Ménard et Flavie Payette-Renouf pour Savoir Média. Direction générale de Savoir Média, Marie-Josée Lestage.